Bonjour à toutes et à tous. C'est étonnant parce que je suis très content d'être avec vous et d'écouter mes collègues. Et on ne s'est pas vraiment prévenu à l'avance, mais mon point de départ, vous allez voir, est le même qu'eux. Et ce que je vais essayer de vous livrer, ça va recouper un peu certaines des grandes idées qui ont été formulées, mais à partir d'un angle différent. Donc, quand Laurence m'a contacté pour parler un peu de qu'est-ce qu'un neuroscientifique peut dire sur la cosmétique, sur la façon de laquelle notre cerveau réagit en situation d'émotion cosmétique, je lui ai dit que j'avais envie de parler d'un petit voyage avec vous cérébral, et un voyage avec 3 étapes. Alors la première étape, et c'est le point de départ, un peu comme ce que disait Charles Pépin, c'est-à-dire vous vivez un matin ou une journée, une situation de dire c'est beau, ou vous avez une émotion cosmétique, si on veut l'appeler comme ça, en contemplant le visage de quelqu'un d'autre, etc. Eh bien, la première chose qui ça fait résonner en moi comme voyage, c'est s'intéresser à la perception dans sa modalité sensorielle. Et qu'évidemment, pour percevoir l'univers ou un visage, on a besoin de nos sens. Et là, il y a une première évidence très importante. En tout cas, j'ai l'impression que ça peut apporter un grain intéressant. C'est qu'il y a dans nos sens une différence très très importante entre les sens, disons comme la vision, et l'olfaction. Et les sens qui sont vraiment convoqués dans une émotion cosmétique, si on veut l'appeler comme ça, il y a évidemment de la vision à chaque fois. Il y a très souvent évidemment notre odorat qui va être aussi par des parfums, par des essences, du maquillage qui a une certaine odeur, etc. Et là, il y a un point intéressant du point de vue des neurosciences. Alors, je le fais très rapidement. Premier petit voyage, c'est que quand vous avez le sens visuel, et ça marche également pour le sens tactile, la gustation, l'audition, ce sont des sens qu'on pourrait dire très, très, très cantonnés, très sectorisés. Autrement dit, je vois un visage qui est maquillé, eh bien, les informations de mes yeux vont, à partir d'un cheminement complexe, arriver dans le cortex visuel. Mais avant d'arriver dans le cortex, ils vont passer par une étape qu'on appelle le thalamus. C'est un noyau profond qui est dans les profondeurs du cerveau. Et ce thalamus, il a des secteurs pour chaque modalité sensorielle. Et notamment, il y a un chemin pour la vision. Et ce qui se passe dans ce thalamus en grec, ça veut dire chambre nuptiale, eh bien en réalité, c'est qu'il va y avoir une étape de tri. Donc il y a des informations qui vont être triées, qui vont passer, d'autres qui ne vont pas être passées. Donc il y a déjà un niveau de contrôle qui s'opère. Et ces informations qui passent par le thalamus vont être envoyées de manière très fléchée, très sectorisée, dans une région spécifique qui est juste à l'arrière, qu'on appelle le cortex visuel primaire. À partir de là, il y a des images du monde qui vont être construites, qui vont être interprétées. Et là où je veux vous emmener, c'est qu'en fait, la vision face à un visage, on peut appeler ça un sens extrêmement distancié. Quand je vois un visage, je suis capable d'être en situation, je vois à distance un visage, il a été trié, il a été filtré, je sais d'où vient l'information, elle est triée, elle est analysée au niveau cérébral dans des régions très particulières, qui sont des régions proprement parlées visuelles. D'accord ? Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que l'olfaction, c'est très différent. L'olfaction, il n'y a pas de tri par le thalamus. C'est le seul sens qui ne va pas passer par cette étape de garde-triage qu'est le thalamus. Il n'y a pas, entre votre muqueuse olfactive et le traitement cortical des odeurs, cette étape de sectorisation, cette étape de tri, cette étape d'envoi. Autrement dit, et d'ailleurs c'est intéressant parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le bulbe olfactif. Eh bien, le bulbe olfactif, c'est une émanation, c'est comme si votre cerveau envoie un prolongement, une sorte de prolongement qui est déjà du cerveau, qui n'est pas un nerf périphérique, et qui va directement recevoir les informations de la muqueuse olfactive. Et là où c'est fascinant, c'est que ces informations vont directement dans le cortex, donc elles ne sont pas triées, elles ne sont pas sélectionnées, et elles vont directement être emprises sur les régions émotionnelles de votre cerveau, sur l'amygdale, sur les régions de la mémoire, sur l'hippocampe, sur des régions du lobe frontal. Autrement dit, si on fait une synthèse de ces deux sensorialités, vous êtes face à un visage, et bien immédiatement, la vision de ce visage vous permet de dire « je suis en train de voir quelque chose de beau », presque une sorte de conception apollinienne de la beauté, c'est-à-dire « moi je suis là, il y a le monde en face, je le vois, je le décris, c'est très bien ». Mais en même temps, quand il y a de l'olfaction vous empêche d'être distancié, vous êtes pris dans quelque chose dont vous faites partie, on est dans cette notion d'appartenance. Vous voyez, on disait tout à l'heure, on raisonnait, moi ça a résonné beaucoup pour moi, ce que disaient à la fois Hélène et Charles, c'est-à-dire vous avez à la fois la notion de singularité, je suis moi quelque part, mais vous avez aussi quelque chose qui vous tire dans le beau vers quelque chose qui n'est pas vous, qui est vous qui êtes inclus dans une sorte de sentiment océanique, un peu comme Romain Rolland disait, etc. Eh bien, on a déjà dans les mécanismes primaires de la perception d'un visage maquillé et qui dégage un parfum, eh bien, on a déjà cette combinaison de sens qui, dans leur neurophysiologie, c'est à ça que sert le cerveau, c'est pas de savoir dans quelle région ça se passe, c'est quelles sont les propriétés, combine quelque chose qui est un sentiment d'appartenance à une singularité. Et d'après moi, cet élément-là est un élément majeur du sentiment cosmétique, si on veut l'appeler comme ça. Je fais vite sur le deuxième élément, parce que je voulais vous introduire à 3 voyages. Le deuxième, vous l'avez sans doute noté, c'est que parmi ces modalités sensorielles,
le parfum, l'odeur, a une autre spécificité qui me semble essentielle et qui a trait à la mémoire. Autrement dit, vous l'avez sans doute fait l'expérience vous-même, nos sentiments les plus robustes, nos sentiments les plus forts, nos sentiments les moins contrôlables, en réalité, sont les sentiments olfactifs. On va pas, il y a mille et un exemples, hein, évidemment. Si vous vous souvenez de la fameuse scène de Proust de la Madeleine, c'est pas de voir la Madeleine, c'est même pas le goût de la Madeleine, c'est l'odeur de la Madeleine trempée dans le thé. C'est par l'olfaction que vous avez une sorte de réminiscence, vous revivez, une sorte même de reviviscence d'une scène. Et vous pourrez noter qu'on peut fermer les yeux et imaginer une vache dans un pré. On peut même essayer d'imaginer, de se souvenir d'une chanson, mais réinstancier une odeur, c'est quasiment impossible. Autrement dit, à nouveau, l'olfaction, c'est un sentiment très puissant qui nous fait partager et nous fait rentrer dans un monde qui nous dépasse et nous n'avons pas tellement de contrôle dessus. Voilà, ça c'est le deuxième point, donc c'est qu'il y a un rapport à la mémoire, et même dans les maladies de la mémoire, les sentiments, les souvenirs qui sont convoqués par l'olfaction sont souvent les plus robustes, hein, les plus résistants. Et dernière petite étape hein, pour ce mini-voyage express, si j'ai le temps, dernière étape, c'est qu'en réalité, et là aussi vous allez voir, ça va vraiment rebondir cette fois-ci sur cette notion qui a été développée par Hélène Lerich et Charles Pépin, cette notion de superficie, profondeur, importance ou quelque chose de vraiment dont on peut se passer, ce qui est en surface et ce qui est vraiment nous, l'identité. Et là, c'est peut-être la partie la plus intéressante pour moi de cette contribution des neurosciences. C'est pas un scoop, mais quand vous êtes même ce matin les yeux ouverts et vous me voyez et moi je vous vois, eh bien la perception, ça pourrait être un slogan un peu presque idéologique, mais la perception est une construction. Qu'est-ce que ça veut dire, la perception de construction? C'est la manière de laquelle se constitue subjectivement le monde que nous percevons, et nous-mêmes, on fait partie du monde, donc la façon de laquelle nous nous percevons nous-mêmes. Ce n'est pas un transfert d'une caméra vidéo comme la caméra qui me filme et qui transfère ces images sur un écran. En réalité, il y a un monde extérieur, ça on peut en discuter, mais vous allez saisir des informations, vous allez les construire, les représenter par vos modalités sensorielles, mais vous allez surtout injecter du sens, injecter une sorte d'histoire, de structure narrative qui fait que le monde qu'on perçoit, il est un peu différent selon le point de vue qui est chacun d'entre nous. Et là, j'arrive au troisième point, c'est que cette surface qu'on donne à voir, un peu ce masque, un peu ce personnage qu'on est, c'est-à-dire ce que vous voyez de moi, ce que moi je vois de vous, ce qui est en surface, en réalité, ça reflète à la fois l'image que vous avez de vous-même. Autrement dit, la représentation que nous avons de nous, elle-même n'est pas juste un objet froid extérieur, ça participe de notre narration de nous-mêmes. Et je pense que dans l'art cosmétique, il y a une capacité de jouer avec l'image que nous avons de nous-mêmes et qu'on veut faire partager à autrui. Autrement dit, comment guider la construction qu'autrui va faire de mon visage en utilisant des artifices, au sens non péjoratif du terme, pour arriver à orienter l'interprétation et la perception qu'il va avoir de moi vers l'image que moi j'ai de moi. D'accord ? Et on le voit là aussi dans des pathologies. Dans notre domaine, les pathologies sont très importantes. En psychiatrie, moi je suis neurologue, pas psychiatre, mais c'est aux confins de la neuropsychiatrie, il y a un symptôme qu'on appelle la dysmorphophobie. Et la dysmorphophobie, c'est vraiment cet écart extrême entre l'image que quelqu'un a de lui et l'image qu'il perçoit de lui et qui lui semble en désaccord extrêmement puissant et douloureux. Autrement dit, je pense que dans le jeu, il y a une sorte de jeu dialectique entre, on pourrait dire, la vie cérébrale et ce qu'on donne à voir de notre visage et de notre identité. Il y a un aller-retour entre notre image, ce qu'on veut donner de notre image, et ce qu'on veut suggérer à autrui qui nous voit, de guider l'interprétation qu'il va avoir de nous vers ce que nous, on pense qu'on est, en tout cas à nos propres yeux, vous voyez ? Et juste pour finir, là aussi, c'est presque une sorte de conclusion mythologique pour moi, c'est que c'est étonnant d'ailleurs, et là ça rebondit vraiment beaucoup sur ce qu'ont dit mes deux collègues, il y a presque un aspect mythologique, de mythe grec, c'est que vous savez, d'un point de vue embryologique, eh bien en fait les cellules qui viennent de la peau, donc celles qui vont donner à voir qui vous êtes, ces cellules de la surface, de l'extériorité, et les cellules de l'intimité, qui sont celles, les neurones, les cellules gliales, eh bien donc le tissu de l'intimité et le tissu de l'extériorité, ça provient du même tissu embryologique, qu'on appelle l'ectoderme. Autrement dit, la peau et le cerveau proviennent embryologiquement à chaque fois du même tissu, ce qui n'est pas banal, hein, on a 3 couches de tissus principaux. Voilà pour ce petit voyage en 3 étapes, j'espère que je n'ai pas explosé le chronomètre. Non, parfait, bon. Mais redites-moi la phrase « guider l'autre ». Redites-moi guider l'autre qui nous voit vers ce que l'on veut qu'il voit de nous. Oui, surtout, exactement, vous le dites parfaitement. Voilà. Bon, ça va ? On a tous suivi.